Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Paloma Garcia Martens, qui est coordinatrice d'intimité. Bonjour Paloma, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir Florian. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Alors, donc moi c'est Paloma Garcia Martens, je suis coordinatrice d'intimité pour le cinéma et la télévision. Ça veut dire quoi ? C'est un nouveau métier dont le but est d'apporter un cadre et une structure lors du tournage de scènes d'intimité. Donc l'intimité, ça peut être le nu, ça peut être le sexe simulé, mais parfois ça peut aussi être des scènes avec une grande intensité émotionnelle. Donc c'est un petit peu comme un réglage de cascade. Donc c'est les régleurs et régleuses de cascade, c'est les personnes qui vont chorégraphier la cascade pour s'assurer qu'elle soit réaliste à l'image, mais que personne ne se blesse. Et bien dans la coordination d'intimité, c'est le même principe. On chorégraphie les scènes de sexe avec des positions de sécurité pour que vraiment tout soit simulé, mais en même temps, il faut que ce soit réaliste et que les limites de chacun et chacune soient respectées afin d'éviter de se blesser émotionnellement ou de raviver des blessures, car malheureusement, beaucoup d'entre nous avons vécu des traumas liés à la sexualité, ou en tout cas des difficultés. Donc ce n'est pas une matière, disons, anodine. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires à cette profession ? Alors il y en a énormément. Déjà, il faut comprendre comment fonctionne un plateau de cinéma, notamment un plateau de cinéma en France, enfin en tout cas dans le lieu où on veut exercer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre quels sont les différents départements, quels sont leurs besoins aussi. Donc c'est-à-dire qu'on est dans de la coordination, donc dans de la collaboration avec plusieurs personnes, plusieurs départements concernés. Donc si on ne comprend pas leur travail, on ne comprend pas leurs besoins, on va avoir des difficultés à pouvoir les soutenir aussi. Il faut comprendre aussi comment fonctionnent les dynamiques de pouvoir sur un plateau, les dynamiques qui vont être évidentes. Donc par exemple, il y a la hiérarchie de la personne qui réalise, la personne qui produit, les rôles principaux, etc., ou le chef-op ou la chef-op. Mais parfois, il y a des dynamiques de pouvoir qui sont moins évidentes, en fait, de choses qui sont liées avec, par exemple, la réputation de l'un ou de l'autre, le fait que les gens aient déjà travaillé ensemble ou pas. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu, aussi les questions d'identité, quoi. Donc est-ce qu'on fait partie d'une majorité ou d'une minorité d'une manière ou d'une autre, etc. Donc ça déjà, il faut comprendre aussi le jeu d'acteur, d'actrice, ce que ça veut dire en fait de jouer, d'incarner un rôle, qui a plein de façons différentes de le faire. Il faut comprendre aussi ce que c'est que la mise en scène en fait, et le travail de la mise en scène sur un plateau de cinéma, le rapport avec l'image, comment se construit l'image, le travail de la script ou du script par exemple. Bref, donc comprendre là aussi je sais pas vraiment la dramaturgie, mais en tout cas ce que c'est que la cinématographie en fait, concrètement comment on raconte les images, comment on raconte les histoires en images, et comment c'est mis en place. Dans les autres compétences, je fais le tour parce qu'il y en a tellement beaucoup, il y en a vraiment énormément. Déjà avoir une grande capacité d'écoute et d'empathie, vraiment beaucoup, il faut avoir beaucoup d'empathie parce que on est souvent dans des situations de tension ou des situations de détresse voilà, on est confronté à des besoins différents et des façons de les gérer différentes en fonction du stress, etc. Donc beaucoup de psychologie. Donc moi j'ai suivi plusieurs formations spécifiques à la coordination d'intimité, mais aussi également énormément de formations en communication, donc la communication non violente, la résolution de conflits. Beaucoup de psychologie, donc beaucoup lié au traumatisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un traumatisme déjà ? À quoi ça peut ressembler ? Des réponses de trauma, donc des réponses de stress. Comment aider
à créer un environnement qui va être le moins activant possible de traumatisme pour tout le monde. Donc c'est pas que pour les comédiens et comédiennes, mais aussi pour l'équipe technique, parce que quand on va jouer une scène d'agression sexuelle simulée, on a beau savoir que c'est du faux, en fait nos corps partagent le même espace que ce qui est en train de se jouer, et ils sont imprégnés en fait de cette émotion-là, et ça peut vraiment remuer autant les personnes qui jouent cette scène que les personnes qui sont derrière la caméra. Donc comprendre aussi ça, comprendre comment communiquer sur le contenu qu'on va filmer, ce genre de choses, c'est très important. Évidemment, toutes les compétences liées à la sexualité, aux questions de genre, aux questions de représentation aussi, parce que voilà, on est quand même dans des sociétés où l'image, elle a un impact très fort sur la construction de l'imaginaire, et donc reproduit les inégalités, reproduit les systèmes d'oppression de manière vraiment souvent inconsciente. Et donc de pouvoir comprendre ce qui peut se jouer dans une image, dans ce qui est en train de se faire, et de pouvoir déjà l'expliciter, comprendre comment soutenir les personnes qui vont être impliquées, comment soutenir le processus de consentement aussi, qui est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que juste une question de permission ou d'autorisation de faire X ou Y. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme compétences? Je réfléchis. Alors, beaucoup de mouvements. Donc, il y a beaucoup dans la chorégraphie, ça veut dire en fait, il y a de la mise en scène du corps, quoi. Donc, non seulement il faut être très à l'aise avec tout ce qui est lié au corps, parce que souvent on va appliquer des sous-vêtements d'intimité dans des zones très 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 intimes des comédiens et des comédiennes, à des endroits où même les habilleurs et habilleuses ne vont pas aller. Bon, moi j'ai été habilleuse pendant très longtemps, donc je sais, je sais de quoi je parle, hein, que parfois voilà, quand on doit vraiment aller entre les fesses d'un comédien pour aller coller un sous-vêtement d'intimité juste au-dessus de l'anus, voilà, c'est pas n'importe qui est habilité à faire ça. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, et c'est pas anodin pour la personne qui reçoit ce service non plus. Donc, en tout cas, que l'on aide à appliquer ce sous-vêtement d'intimité. Donc il y a vraiment des façons de faire pour que ça se passe mieux pour tout le monde, et que ce soit pas vécu comme une intrusion, quoi. Et donc, je reviens à la chorégraphie, il faut vraiment comprendre le langage du corps, le langage narratif du corps, donc arriver aussi à donner des... Enfin, c'est de la direction corporelle, quoi, de pouvoir très vite voir voilà, pourquoi ce baiser ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que cette scène-là, il y a un truc qui coince, et réfléchir à, voilà, est-ce que c'est une question de respiration, est-ce que c'est une question de regard, est-ce que c'est une question de rythme, est-ce que c'est une question de où est-ce que le poids va se mettre. Du coup, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma, et plus particulièrement vers ce métier? Même si ça fait que quelques années que tu fais ce métier, du coup. Ouais, ça fait 2 ans que je suis coordinatrice d'intimité, et j'ai commencé dans le cinéma en 2009. Qu'est-ce qui m'a poussée dans le cinéma? En fait, moi, je suis cinéphile depuis très longtemps, c'est une culture familiale surtout, mais à côté de ça, je suis enfant d'immigrés, donc l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins, etc., malgré le fait que mon père ait été un transfuge de classe finalement, et que je n'ai pas grandi dans le besoin du tout, mais pour mon père, en tout cas, il était important que je fasse des études sérieuses. Donc j'ai fait Sciences Po à l'université à Bruxelles. Mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. Quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, j'étais réalisatrice. Enfin voilà, c'était très, très ancré. Mais une fois que j'ai eu mon diplôme, et que j'ai pu montrer à mon père, j'ai dit voilà, écoute, maintenant j'ai fait ce que tu m'as demandé. Là, j'aimerais bien faire du cinéma. Et je me suis tournée vers les costumes parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup observer les gens. En fait, je prenais beaucoup de transports en commun, encore maintenant, mais donc à Bruxelles, et comme j'avais beaucoup vécu à l'étranger, dans des pays, donc pas dans l'Occident, quoi, et j'étais revenue à Bruxelles, et j'avais 16 ans, et j'observais beaucoup toutes ces différentes personnes dans les transports en commun, et je trouvais que la façon dont ils étaient habillés me racontait beaucoup de choses sur eux. Et je parle pas d'un truc de style, si le style à avoir, mais aussi voilà, est-ce que la personne porte des chaussures de travail ou pas, qu'est-ce qu'il y a dans son sac, est-ce que ses vêtements sont propres ou pas, qu'est-ce que ça raconte en fait. Et comme j'aimais beaucoup le cinéma, et j'aimais beaucoup observer les gens, et puis j'aimais bien aussi
la matière du vêtement, du costume. Je me suis naturellement tournée vers ça. Et donc j'ai commencé à faire des stages comme habilleuse et ça a très vite pris. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Du coup, c'est marrant, juste pour rebondir sur ça, j'ai interviewé une créatrice de costumes qui m'a dit la même chose sur ce côté où en effet elle aimait bien regarder les gens dans les transports en commun, etc. Tout pareil. C'est vrai, oh Ouais. c'est génial. Mais écoute, c'est vraiment ça, je pense que la différence entre, disons, la mode et les costumes, c'est qu'on part sur quelque chose La mode, c'est une recherche esthétique qui est artistique, hein. C'est pas du tout un dénigrement, je trouve que la mode c'est très intéressant. Mais il y a quelque chose dans le vêtement de tous les jours qui est juste fascinant en fait. Moi j'adore voir les chaussures que portent les gens, qu'est-ce que ça me raconte sur eux en fait. C'est vraiment parfois c'est même la première chose que je remarque et pas d'une façon est-ce que la personne est trendy ou pas, ouais. C'est plutôt de dire tiens c'est intéressant le choix. Pour cette personne le confort c'est très important. Ou alors pour cette personne le fait de porter les mêmes types de chaussures que tout le monde c'est important. Donc sur les plateaux de cinéma il y a certaines chaussures qu'on voit régulièrement. Et moi ça me fait toujours sourire un peu de dire ah tiens cette personne elle a besoin d'appartenir au groupe par exemple. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont fascinée. Mais donc j'ai fait ça pendant tout un temps. J'ai à un moment donné j'ai été comédienne aussi, je me suis formée au jeu d'acteur. Donc évidemment ce qui est très utile maintenant. Puis à un moment donné j'ai voulu ouvrir un sex shop féministe à Bruxelles. Donc, en fait, j'ai un TDAH, donc c'est un trouble déficitaire de l'attention hyperactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais souvent dans tous les sens, que je m'intéresse à des trucs à fond, et puis après je passe à autre chose. Donc, moi, toute ma vie, ça a été un peu ça. Ce qui fait qu'en fait, j'ai acquis plein de compétences distinctes ces dernières années, qui font que maintenant, j'ai vraiment réussi dans la coordination d'intimité de trouver ma place et de mettre en fait au profit ces différentes compétences qui au début étaient un peu plus éparpillées, quoi. Et quand j'ai eu mon enfant en 2019, j'ai arrêté de travailler pendant un an, plus ou moins, et j'avais du mal à me dire que j'allais retourner sur un plateau de cinéma, pour plusieurs raisons. D'une part parce que les horaires n'était juste pas compatible avec une vie de famille, et puis on est souvent en déplacement, donc ça me paraissait un peu compliqué d'être loin de mon enfant, quoi. Et puis être loin de mon enfant pour participer à un système que je trouvais assez déshumanisant finalement, et pas déshumanisant de manière consciente, mais à l'habillage on voit tout passer, hein. Moi j'ai vu des choses très problématique sur énormément de tournages, que ce soit à l'habillage des comédiens, enfin des rôles principaux, qu'à la figuration, hein, et encore pire à la figuration souvent d'ailleurs. Et ça m'a toujours choquée, et je me suis toujours sentie démunie par rapport à ça, où j'essayais vraiment du mieux que je pouvais de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, mais je n'avais ni les outils, ni la légitimité de le faire. Et donc, le fait, après un an d'arrêt, de me dire mais je vais y retourner, je vais m'éloigner de mon enfant 13 heures par jour, des fois des semaines entières à l'étranger ou à la campagne, parce que souvent on ne tombe pas à Bruxelles. Mais pour continuer à faire ça, ça n'avait pas de sens. Enfin, je veux dire, je ne comprenais pas trop. Donc j'étais assez perdue. Et puis en plus on était en plein Covid et tout. Et finalement, j'ai suivi une conférence d'Iris Bray sur comment décrypter les stéréotypes de genre dans les scénarios. Et elle a parlé de la série Normal People de la BBC et de la coordination d'intimité. Et ça m'avait, je me souviens, on avait suivi la conférence avec mon compagnon et on s'est dit ouais, ça a l'air intéressant ça. On va regarder cette série, on va voir. Et effectivement, cette série, c'était vraiment comme se prendre un train dans la gueule. C'est magnifique les scènes d'intimité, mais d'une justesse. Enfin, j'avais jamais vu ça en fait. Et puis en lisant des interviews de la coordinatrice d'intimité, les fils se sont touchés d'une certaine manière et je me suis dit mais attends, je pourrais très très bien faire ça. Je sens que là il y a quelque chose pour moi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé, et comme voilà, j'ai mon TDAH et j'ai pas peur de me lancer dans les choses. C'est une des caractéristiques de ce trouble, hein, c'est qu'on se lance très facilement. On est très optimiste. Et ben je me suis dit je vais me former. Voilà, tout simplement. Puis j'avais de l'argent de côté, donc je me suis dit bon allez, on y va. Et donc j'ai commencé à me former. Et 1 an et demi après, j'ai commencé à exercer. Et un de mes premiers projets était avec Iris Bray, justement. Donc c'était très drôle. La boucle, c'est bouclé. Okay. Ouais.
Bah, et donc du coup là t'as parlé très rapidement du cursus que tu as suivi. Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans cette voie? Est-ce que tu sais s'il y a déjà des formations qui se sont créées dans les écoles de cinéma par exemple ou à part? Toi laquelle t'as suivi d'ailleurs? Non, moi j'ai suivi des formations en Amérique du Nord, hein, donc Canada, États-Unis, la plupart à distance. Il y a eu des fois où certains organismes sont venus en Europe pour donner des ateliers, par exemple pour la chorégraphie, hein, parce que ça c'est vraiment pas un truc qu'on peut faire à distance. Mais effectivement, il n'y a rien en francophonie. Je sais que Netflix a financé des formations en Espagne, en Italie, voilà. Il y a une formation par exemple dans les pays nordiques, il y a des formations au Royaume-Uni, en Allemagne il y a une formation aussi, en France et en Belgique il n'y a absolument rien, mais déjà, alors qu'il y a déjà des guides de bonne pratique qui existent dans ces autres pays européens, les États-Unis n'en parlons même pas, ils sont encore plus loin que nous pour ça. En France, il n'existe rien. Bon, là maintenant, on est en train de créer une formation en France avec le CPNF audiovisuel et l'AFDAS. Donc, il y a quand même un petit update. Il y aura une certification française et une formation française. Alors, à voir quand elle verra le jour concrètement. Mais si aujourd'hui on veut se former et qu'on a ces compétences-là, de l'expérience de plateau, c'est le plus important, parce qu'il y a énormément de gens, je reçois 2 mails par semaine en fait, de personnes qui veulent se former, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais mis les pieds sur un plateau, donc là c'est pas du tout recommandé. En fait, tu pourrais commencer par une école de cinéma, genre... une école de cinéma importe, ou pas forcément. Moi j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai commencé à travailler sur un plateau. Ah, directement quand t'étais habilleuse Ouais, moi j'ai fait Sciences Po, habillage. Okay, C'était vraiment, j'ai pas du tout, j'ai pas appris, enfin je connais le cinéma parce que c'est un métier qui m'intéresse, mais j'ai appris sur le tas en fait. Après c'est vrai que beaucoup de métiers me disent que de toute façon tout s'apprend quasiment sur le plateau, quoi. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas. Tu vas vraiment apprendre énormément, et je pense que les métiers, en tout cas les postes importants, les postes où tu vas être en lien avec les comédiens et comédiennes, c'est les postes qui vont t'apporter le plus si tu veux être coordinatrice d'intimité. Donc tout ce qui va être assistante mise en scène, HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, script aussi, c'est pas mal. Si on a une formation de montage et script et qu'on va sur les plateaux, ça peut être très très bien. Mais voilà, en tout cas d'être proche des actrices, c'est quand même indispensable, de comprendre comment tout fonctionne. Et puis après, d'avoir un très bon niveau d'anglais pour pouvoir suivre les formations à l'étranger, et un bon compte en banque aussi, hein, faut pas se mentir. Moi j'avais de l'argent de côté, mais ça m'a coûté presque 10 000 € de me former. De toutes les formations connexes en plus, c'est assez coûteux. Et du coup après t'as une formation qui est valable quand même en France, ou En fait tout le monde s'en fout en France. Okay. C'est-à-dire qu'il y en a qui exercent, elles sont même pas formées, hein. Donc personne m'a jamais demandé où j'étais formée. C'est ça qui est assez dingue, enfin si, sauf Iris quoi, mais en fait, alors que la France peut être très cloisonnée pour plein de choses, là c'est très élitiste pour plein de choses, ici c'est vraiment, c'est pas du tout pris au sérieux, c'est vraiment dit, on a besoin d'une coordinatrice d'intimité, il paraît, toi tu ferais bien ça, non? Voilà, on en est là. C'est parce que c'est encore le début, quoi, comme tu as dit. C'est le début. Il n'y a pas encore de formation, du coup en effet on n'a pas encore conscience de ce métier, et puis... puis je crois que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, et ils pensent vraiment qu'on est juste là pour faire des papouilles et des massages aux comédiens, et de leur dire ça va, et de leur proposer un petit verre d'eau et du bain de bouche, quoi. Donc voilà, vraiment, je pense vraiment que la raison pour laquelle on n'est pas soucieux d'avoir des personnes compétentes et formées sur nos plateaux, c'est qu'on ne prend pas ce métier au sérieux. Oui, on voit pas encore l'intérêt que ça... Non. Alors que ce qui est intéressant, c'est que chaque production avec qui je travaille, à la fin, ont compris vraiment la plus-value et n'accepteront plus, je pense, un service moindre, en fait. Après, c'est comme tout, je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps, et petit à petit, forcément, ça va... Malheureusement, je ne pense pas, parce que c'est comme apprendre les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si on laisse n'importe qui faire ce métier, non seulement ça met en danger des gens. Ah oui, non, je veux dire, prendre le temps au temps pour qu'il y ait de plus en plus de coordinateurs, plus d'intimité qui soient formés et qui en aient. C'est ce qu'on espère. Oui. Par contre, celles qui exercent déjà sans trop de formation, après, d'un côté, si ça marche pas trop, elles seront pas forcément rappelées aussi. Mais le problème, c'est que ce qui est particulier, c'est que ça peut pas, des fois ça se voit pas trop que ça marche pas. C'est-à-dire que notre métier est très invisible. Souvent, moi j'arrive sur un plateau, tout se passe très très bien, et peut-être les gens se disent mais pourquoi elle est là, il n'y a pas besoin. En fait, ils ont pas vu tout le travail qu'il y a eu en amont, énorme, de justement tout ce qu'on a mis en place pour que justement ça se passe très très bien. Et il y a peu de comédiens et de comédiennes qui osent dire quand quelque chose se passe mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une coordinatrice ou un coordinateur d'intimité inexpérimenté et pas formé qui vient
Ça me paraît peu probable que quelqu'un vienne dire mais en fait c'était pas terrible pour moi. Pourquoi ? Parce que les comédiens et comédiennes n'ont pas l'habitude de réfléchir à leurs limites et leurs besoins, de un. De deux, ils ont tendance à déléguer en fait... comment expliquer ? En fait, la coordination d'intimité, la personne qui vient, elle a beaucoup de pouvoir sur un plateau, l'air de rien. C'est-à-dire que on va avoir des comédiens et des comédiennes, la mise en scène, des équipes, des fois, qui vont se référer presque à nous tout le temps pour s'assurer que tout va bien et presque nous laisser réfléchir que... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on nous relègue cette question-là. Et donc, ça peut arriver, en fait, que quelqu'un se sente mal, mais se dise « Mais ça a l'air de très bien se passer avec la coordinatrice d'intimité, donc c'est peut-être juste moi qui me fais un film. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très subtil, en fait, la position qu'on a. Il faut vraiment arriver à comprendre ce qui se passe, le consentement verbal et non verbal des gens. Et donc, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que nous sommes employés par les productions, alors que les premiers bénéficiaires de nos services, en fait, ce sont les comédiens et comédiennes, mais qui n'ont pas le pouvoir de nous engager. Donc concrètement, on est engagé par des gens, mais ils nous engagent pour leur dire non. Donc c'est très inconfortable. Et donc peut-être qu'en fait, la production... moi, le nombre de fois que j'ai entendu des producteurs, des productrices me dire « Ah, mais moi, j'ai jamais eu de problème sur un plateau. » Bah, évidemment, enfin, je veux dire, avec cette attitude-là, les gens vont pas venir te parler de problèmes. C'est pas parce que tu ne sais pas qu'il y a eu des problèmes qu'il n'y en a pas eu, déjà, première chose. Puis deuxièmement, c'est très très dur d'aller dire à la productrice qu'il y a un problème. Et donc, une coordinatrice ou un coordinateur d'intimité qui fait pas bien son travail, bah, il va pas vouloir faire beaucoup de vagues. Il veut que ça se passe bien avec la prod parce qu'il veut te rappeler. Mais il a peut-être pas pris soin, en tout cas, protéger les personnes concernées comme il le fallait. Donc en fait, la prod ne va pas pouvoir savoir exactement si ça s'est bien passé ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très flou, c'est très compliqué, je trouve. Ok. Et du coup, on a dit que ton métier était très nouveau. Est-ce que tu sais ce qui a amené justement la création de ce métier ? Et depuis quand ça existe en France et même au global ? Parce que je pense que ça a mis un petit peu de temps à arriver forcément. Ça a dû commencer aux États-Unis, je suppose. Oui, bah, en France depuis 2020, avec ma collègue Monia Etelaj qui fait ça, qui a été formée chez Intimacy Professionals Association, donc un organisme de Los Angeles qui est très très réputé. Et elle a commencé ça en 2020. Concrètement, aux États-Unis, ça s'est lancé vers 2017. Et je vais expliquer un peu pourquoi, mais ça, en fait, cette discipline a commencé à être réfléchie en 2008, avec le travail de Tonia Sina, qui est en fait une spécialiste des techniques de combat aux États-Unis dans le théâtre, et qui a fait un mémoire en fait sur les scènes d'intimité et comment appliquer les mêmes protocoles qu'on va appliquer aux scènes de violence, aux scènes d'intimité. Ce qui était vraiment tout nouveau à l'époque, en tout cas de le réfléchir comme ça, et de se rendre compte que ces scènes-là amènent une certaine vulnérabilité aussi, elles peuvent avoir un impact aussi sur les personnes qui les jouent. Mais la question de l'impact en fait émotionnel de ce qui est joué, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça, c'est-à-dire qu'Augusto Boal, dans les années 70, au Brésil, faisait déjà de la recherche, ça s'appelait le théâtre des opprimés, donc c'est comment réfléchir à l'impact de nos histoires quand on parle de racisme, quand on parle de violence, quand on parle de misogynie, quand on parle d'homophobie, comment faire en sorte que on puisse prendre soin des actrices qui vont jouer ça, mais aussi prendre soin du public qui va le recevoir. Donc c'est vraiment des questions politiques, c'est en fait remettre la politique dans l'humanité au centre de l'art, quoi. Enfin c'est un peu ce triangle-là. Et donc c'est des réflexions qui existent depuis un moment quand même, mais l'application, réfléchir à des protocoles particuliers, disons que ça a commencé en 2008 avec le travail de Tonia Sina, et puis en 2017, en plein affaire Weinstein, il y a aussi eu une comédienne, Emily Mead, de la série The Deuce de HBO, qui est en fait une série qui se passe dans le milieu du travail du sexe dans les années 70 à New York, où au moment de la deuxième saison, une des actrices principales a dit qu'elle n'en pouvait plus de parler de scènes d'intimité avec le showrunner. Que c'était trop gênant, que c'était difficile, etc. Et pas que le showrunner était une mauvaise personne, mais juste elle avait besoin d'un intermédiaire, quoi. Et là, on a fait venir Alicia Rodis, qui était une personne qui avait développé, qui avait un peu suivi le travail de Tonia Sina, etc. dans le théâtre, et donc qui a commencé à développer des protocoles pour le cinéma et la télévision. Et c'est là que ça a pris, et je crois que l'affaire Weinstein a vraiment mis le feu aux poudres, parce que là, on s'est vraiment rendu compte
déjà ça... Ce qu'énormément de gens savaient déjà, mais là maintenant c'était dans les journaux, que le cinéma peut être un milieu très dangereux, mais comme toute la société en fait en général, mais bon c'est exacerbé forcément. Et puis les productions ont commencé à se dire, mince, surtout aux États-Unis, on peut se prendre des procès pour tout et n'importe quoi, on doit assurer nos arrières et faire de la réduction de risque. Et donc, tout comme on a des régleurs et des régleuses de cascade expérimentés, etc., il faut maintenant, pour éviter des histoires, avoir des coordinatrices d'intimité sur nos plateaux. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et évidemment, le rapport au risque, au protocole est différent dans les pays anglo-saxons. Le cinéma est vu beaucoup plus comme une industrie, donc il y a moins d'affect, je pense, par rapport à la matière. On n'est pas beaucoup moins dans le cinéma d'auteur, etc. Enfin, si, il existe, mais c'est différent, quoi. Et donc, ça tarde à venir en France parce que le rapport au cinéma est complètement différent. Il est vu comme un métier d'artisanat, en fait, d'artisan, quoi. Et donc, venir avec des protocoles c'est comme si c'était pas cohérent avec le fait que ce qu'on fait c'est de l'art, en fait l'artiste, le metteur en scène ou la metteuse en scène, elle est touchée par la grâce de Dieu et elle a droit sur nous et on la suit parce qu'elle sait et que l'art ça va au-dessus de tout, quoi. Et donc il y a ce truc là en fait en France, parce qu'en plus comme c'est le pays du cinéma qui a inventé le cinéma, le plus grand producteur de cinéma en Europe, voilà, et bien c'est l'identité, c'est une identité culturelle forte et importante, et donc venir remettre en question les processus de travail, ça peut être presque comme remettre en question notre identité même et comment on s'est construit, quoi. On l'a vu avec Polanski, et on le voit maintenant avec Depardieu, que c'est très difficile de s'attaquer au comportement problématique de personnes qui ont fait, entre guillemets, briller le cinéma français. Donc je pense que c'est là que ça coince. Après je remarque que grâce à déjà à Adèle Haenel, à toutes les victimes de Gérard Depardieu et à Judith Godrèche, on est complètement en train de changer la perception en tout cas du risque et en fait de s'approcher de quelque chose qui est plus réaliste en fait, et puis de se rendre compte que notre travail, on travaille avec la matière humaine et que ce serait peut-être intéressant de la respecter un petit peu, quoi. Voilà. Et ça, mais ça paraît révolutionnaire hein, sur un plateau de tournage de parler comme ça. C'est vraiment, on est dans une culture où la vulnérabilité est un tabou immense, où il y a une telle misogynie intériorisée que les questions d'intimité, comme elles sont perçues comme des questions de femmes, hein, alors que c'est des questions qui touchent tous les genres, mais bon, elles sont perçues comme des questions de femmes. Autant on va préparer une scène de cascade, vraiment on va faire plein de réunions, des réunions de sécurité, on va s'assurer que tout est bon, machin. La scène d'intimité, personne ne va en parler, on va donner les informations à moitié aux comédiens et comédiennes, et on espère en fait que tout va bien, quoi. Et si les gens se plaignent, là ça devient compliqué. Alors en fait, on trouve des solutions pour tout dans le cinéma, sauf quand il y a des limites d'intimité. Là, tout d'un coup, on commence à s'offusquer. Alors que, voilà, tu vois, comme ici, c'est drôle, on était dans la salle là à côté, il y a quelqu'un qui faisait des travaux, ça n'allait pas, bah voilà, on se met dans le couloir. On trouve une solution, quoi, tu rapide, vois. efficace. Rapide. Sauf que, tu vois, si je t'avais dit, je sais pas moi... En fait, la couleur du mur me rappelle un truc traumatisant dans ma vie. Peut-être que tu aurais dit, bah non, c'est bon, on reste dans la salle, quoi. Tu vois ? C'est ça que je veux dire, c'est que en fait, les choses ne sont pas perçues avec la même importance. Et donc on a tendance à minimiser un peu tout ça, à dire, bon, tout le monde exagère hein, quand même. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment un problème. Et les personnes qui sont vulnérables, souvent, garde ça pour elle en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent mais moi j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais rien vu. Et, bah écoute, je crois que les gens ils ont perçu que t'étais peut-être pas forcément la personne la plus safe à qui exprimer une vulnérabilité, quoi. Et donc moi mon travail c'est de créer un espace où les actrices mais l'équipe aussi peut prendre soin d'eux-mêmes et prendre acte de ok en fait là j'ai peut-être une vulnérabilité et c'est pas grave. Mais par contre, j'aimerais bien en prendre soin. Plutôt que de dire, faire semblant qu'elle n'existe pas, et en fait, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Ça sera peut-être la crise au HMC avant de tourner, ce sera peut-être l'abus de substances le soir, ça peut être n'importe quoi. Mais ça sortira, ça c'est sûr. Et du coup, comme tu as dit, tu as une relation particulière avec la mise en scène. Globalement, comment ça se passe en effet ? Est-ce que tu es
tu coordonnes uniquement sur le plateau ou est-ce que tu es appelé genre à l'écriture ou tu vois pour voir un peu ce qui se passe dans les scènes et du coup c'est le producteur ou directrice de production qui t'embauche et à quel moment aussi tu intègres la production du coup? Alors ça va vraiment dépendre de plein de choses, de la volonté de la mise en scène de commencer la collaboration, soit à l'écriture ou pas, ou au casting ou pas. Mais le plus habituel, c'est qu'en fait on m'envoie, qu'on soit en pré-production et qu'on m'envoie un scénario et je le lis, je dis si ça m'intéresse ou pas, ou si je suis la bonne personne ou pas, parce que c'est pas toujours évident. Et puis à ce moment-là, j'ai les discussions avec, c'est soit les productrices, soit les directrices de production qui m'appellent, soit des fois les réals, mais la plupart du temps c'est plutôt la prod. Et donc voilà, je dis voilà, tiens, telle et telle séquence, je me dis ce serait peut-être intéressant que je sois là. Peut-être les autres séquences, on en parle avec les comédiens, comédiennes, on voit ce qu'ils en pensent, etc. Moi j'ai les rendez-vous de travail avec la mise en scène pour savoir exactement que veut le réalisateur, réalisatrice, exactement quelles sont ses intentions, qu'est-ce qui doit transparaître à l'image, quel niveau de nudité, quel type comment est-ce que cette personne veut représenter la sexualité, quel acte sexuel, parce qu'ils font l'amour, ok d'accord, mais quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire 1000 choses faire l'amour, donc qu'est-ce que c'est faire l'amour pour toi, pour ces personnages-là, à cet endroit-là, et puis après, une fois que j'ai les informations pertinente, je vais voir chaque comédien et comédienne individuellement, on s'appelle, on va pas forcément faire des rendez-vous en personne, juste des appels où je passe en revue les séquences avec elle, avec eux, et puis on voit comment ils le sentent. En fait, c'est simplement comme ça, et si jamais il y a des endroits où ça coince, on essaie de réfléchir à des solutions ensemble, donc c'est peut-être que la personne va me dire, maman, en fait, moi j'ai pas envie qu'on voit mes tétons, ça me gêne, mais par contre, je dis, et qu'est-ce que tu penses du côté de la poitrine, en fait, sur le flanc? Ah oui, non, ça va. Ok, très bien, on va peut-être proposer ça à la mise en scène, quoi. Ou alors, elle va me dire, j'ai pas envie qu'on voit mes tétons, nanana. Je dis, mais est-ce que ce qui te gêne, c'est qu'on voit tes tétons sur le plateau, ou est-ce que ce qui te gêne, c'est qu'on voit tes tétons à l'image? Elle me dit, ah non, moi c'est plutôt à l'image, machin. Je dis, ok, alors, est-ce que tu veux, plutôt, si tu veux, on peut masquer avec un élément du décor, un endroit... Ou alors on te met des cache-tétons à cet endroit-là. Mais bref, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Il suffit juste de s'y prendre à temps et pas dans l'urgence, en fait. Et donc voilà. Et puis moi, je coordonne avec tous les autres départements. Donc les costumes, les maquillages, les accessoires. Parfois aussi le département cascade. Pour voir un peu ce qui est prévu. Parce que si c'est une scène de violence sexuelle, c'est bien qu'il y ait... la présence de régleurs ou régleuses de cascade, parce que c'est pas mon métier en fait de faire ça, de gérer la violence physique. Donc il y a beaucoup de travail en amont, et puis une fois qu'on est sur le plateau, évidemment, c'est de s'assurer que les protocoles de plateau fermé sont respectés, que la scène est crédible, que tout va bien, qu'on voit pas les sous-vêtements d'intimité, que voilà, que ça se passe du mieux possible, et puis voilà, c'est... peu près. Ok, et du coup, à partir de quand, qu'est-ce qu'on considère comme un abus, tu vois, à quel moment on voit que les limites sont dépassées, qui met ses limites, du coup, comment ça se passe concrètement? Tu veux dire à quel moment je me dis qu'il y a un problème? Déjà, est-ce que du coup c'est les acteurs, actrices qui te disent c'est mes limites, et est-ce que du coup, tu vois, parce que pendant la scène, je sais pas, une scène d'amour comme tu as dit, je suppose que comme je joue une scène, peut-être qu'il peut y avoir des effusions de je ne sais quoi, tu vois. Et du coup, à quel moment toi tu sais que les limites ont été franchies et que t'interviens? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Déjà, moi je note les limites qui ont été exprimées, donc je fais en sorte que tout le monde soit au courant de ces limites aussi. Donc au moins la communication passe. Alors ça peut arriver que les gens oublient la limite de l'autre, ça c'est courant, parce que... si on dit faut pas me toucher le lobe d'oreille, et puis des fois c'est des choses qui sont pas évidentes et donc on oublie. Donc dans ce cas-là, moi déjà première chose, c'est je vais regarder comment est-ce qu'on dit ça, la communication non verbale de la personne dont la limite a été dépassée. D'accord, donc je vais regarder, je vais voir comment de loin voir à peu près comment la personne a l'air de se sentir, parce que des fois on peut pas non plus deviner de trop, parce que tout le monde exprime ça de manière un peu différente. Donc je vais déjà faire une petite analyse de risque à cet endroit-là, puis après je vais voir la personne discrètement
pour voir, genre tiens j'ai remarqué que à cet endroit-là, la personne a fait ça, comment tu le sens? Voilà, et puis elle dit oh non en fait ça va, machin. Et donc en fonction de sa réponse, j'analyse, mais de toute façon je vais toujours recadrer, je vais dire à la personne qui a dépassé la limite, tiens ici, on avait dit qu'on touchait pas le lobe d'oreille, donc après si tu veux, focalise-toi plutôt sur la nuque, nanana, voilà. Ce genre de choses, on recadre. Après si à un moment donné on dépasse une limite de manière vraiment consciente, voulue, là j'ai tout de suite... je vais tout de suite parler avec la première assistante ou le premier assistant mise en scène de dire qu'il y a un problème, un gros problème, et qu'il faut qu'on fasse une pause. Voilà. Déjà, et puis d'arriver à comprendre ce qui se passe, de voir s'il y a une personne qui est en crise, s'il y a par exemple un cas d'agression, à ce moment-là on appelle la producteur, la productrice directement. Enfin, je veux dire, là, c'est plus ma responsabilité, quoi. Mais donc il y a plein de niveaux différents, et il faut pas penser que parce qu'une limite a été dépassée, elle a forcément été dépassée de manière malveillante. Oui, c'est ce que je voulais dire, comme Ouais. ça reste des acteurs et actrices qui jouent une scène, il y a quand même ce côté où tu dois être dans le personnage, dans ton rôle, etc. Et donc, si c'est une scène justement de sexe ou quoi, t'as quand même un côté où il faut que ce soit très naturel, tu vois, et du coup tu t'emballes un peu, potentiellement, en effet. Comme t'as dit, touchage de lobe, Oui, qu'il fallait c'est pas ça. de lobe, tu Mais vois, en fait, j'en sais rien. en fait, on regarde ensemble. J'analyse la situation de loin et de près, de voir, tiens, est-ce que c'est juste quelqu'un qui était un peu trop emballé dans son truc et qu'il faut rappeler, ou est-ce que c'est quelqu'un qui en a rien à foutre en fait de la limite de l'autre aussi, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de faire du mal à l'autre? Ça, c'est des choses très différentes, hein. Oui, clairement. C'est vraiment très différent. Et puis de voir aussi comment c'est perçu, parce que même si autant la personne peut être juste un peu distraite, que l'autre personne peut le vivre comme une agression, donc voilà, et c'est pas une question d'intention, c'est une question d'impact. Donc voilà, il faut vraiment faire une analyse de tout, et d'arriver à communiquer, et de voir, tiens, quelle solution on peut trouver, quoi. En fait, il faut juste débunker très vite, quoi. Genre, s'il y a un truc, tu dis juste, ah ok, désolé, il s'en rappelait pas, machin, toi tu rappelles le truc. Et... Oui, et puis on n'en fait pas un fromage, en fait. Ça. C'est ça aussi le truc, c'est que les gens, ils ont l'impression que j'arrive sur le plateau en mode la police, que je vais les juger, qu'ils vont aller au bûcher, enfin, je sais pas, faire des trucs, les fantasmes. Mais c'est pas ça, non. On travaille ensemble, on communique, on est des êtres humains, on fait des erreurs, on avance. C'est pas la fin du monde. Mais juste, moi je suis là, je te donne des outils pour que tu apprennes à communiquer avec ton partenaire de jeu, parce que des fois c'est pas si évident. Et s'il y a une merde, on avance, enfin on s'arrange. Et puis s'il y a une merde récurrente, là il y en a peut-être un problème, et peut-être qu'il faut réfléchir à comment on travaille ensemble. Et puis s'il y a un truc grave, il y a un truc grave. Et là ça devient des questions de production et de justice, quoi. Tu vois. Et c'est plus... Je suis pas assez payée, je suis pas productrice, hein, moi. Je suis pas responsable, si tu veux, de tout ça. Je suis responsable de faire de la réduction de risque. Et d'analyser un peu la situation. Et je fais des rapports de tout ce que je fais, toutes mes séquences, je fais toujours des rapports. Je les envoie pas forcément à la production, sauf s'ils me les demandent. Mais moi, j'ai des rapports très précis de comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a respecté les protocoles de plateau fermé, comment ça s'est passé quand j'ai vu les comédiens en individuel, comment ça s'est passé après. Tout ça, je l'écris en fait, pour avoir une trace. C'est quoi que tu appelles les protocoles de... Un protocole de plateau fermé, c'est voilà, qui a accès au plateau, qui a accès au retour, est-ce qu'on a respecté, est-ce qu'on a bien mis les peignoirs assez vite, est-ce qu'on a laissé quelqu'un à poil pendant 3 minutes parce qu'on faisait un réglage caméra et que tout le monde s'en foutait, voilà. Ok, ça c'est des choses aussi que tu vois avec les acteurs, actrices, s'ils souhaitent pas qu'il y ait trop de monde, qui, je sais pas, qui ait accès au combo, si parce tu qu'il y a veux, tellement de monde sur un plateau. Un plateau fermé, je par exemple, pour un bisou, on fait pas de plateau fermé. Voilà. Un plateau fermé, on va le faire quand il y a de la sexualité simulée et ou de la nudité. Mais par exemple, moi j'ai déjà eu une comédienne qui avait une scène de masturbation habillée et qui avait pas besoin d'un plateau fermé, par exemple. Mais ça, du coup, avant la création de la coordination d'intimité, ça existait déjà, le concept du plateau fermé? Le concept du plateau fermé de l'équipe réduite existait, D'accord. mais il n'était pas, disons que il était un peu aléatoire. C'est-à-dire que en fonction des assistantes de mise en scène que tu avais, c'était quelque chose qui était mis en place avec rigueur ou pas. Et souvent, t'avais plateau fermé, équipe réduite, et puis après, au moniteur, c'était... je sais pas, c'était la fête, quoi. On avait 10 personnes ou 15 personnes qui regardaient la scène au retour, quoi. Okay. Et ça, c'est un problème, en fait. Donc, je trouve que le fait de pouvoir arriver avec quelque chose de très cadré, mais qui reste la responsabilité de la première assistante réa, enfin, c'est elle ou c'est lui qui
qui est responsable de la sécurité sur le plateau et de s'assurer que ce soit respecté. C'est pas moi, en fait. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis là et je lui dis, tiens, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde derrière le combo ou de machin. Et soit il va leur dire, soit il me dit, c'est bon, tu peux aller leur parler. Mais moi, je fais très attention de respecter son autorité sur le plateau. Toi, tu donnes juste un cadre et après, Oui. il est appliqué. Mais parce que du coup, là, par exemple, le plateau fermé, c'est genre une obligation maintenant pour... Non, il n'y a aucune obligation ça de dépend aussi rien. des acteurs-actrices, peut-être qu'eux, ils s'en foutent. Enfin, Bah, si ils les sont gens très s'en à l'aise foutent- avec le nudité, non? Oui, moi, Ou si des scènes de les, sexe, si les mais- comédiens et comédiennes n'ont pas besoin d'un plateau fermé, je vais pas en imposer un du tout. Ok. Donc ça, au moins, c'est très clair. Par contre, je trouve que parfois, souvent, les comédiens et comédiennes n'osent pas demander. Oui, mais toi, Donc- tu sais aussi, je pense, à tirer les verres du nez, entre guillemets. Complètement. genre, Non, mais essayer de complètement, c'est- comprendre vraiment ce qu'ils veulent pas dire, parce que ils osent pas, en effet. Là, toi, t'es un intermédiaire qui permet d'être plus safe. C'est vrai qu'aller parler directement avec la réalisation ou la production, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, quoi. Ah bah c'est complètement Enfin, surtout compliqué. quand t'es jeune acteur. Mais même actrice, quand t'es quoi. pas si jeune, c'est-à-dire que personne n'a envie d'être Le chieur, chiant quoi. ou Ouais. la chieuse. En fait, personne n'a envie. Les comédiens et comédiennes, on leur dit qu'être un bon comédien, c'est de dire oui à tout, de pas avoir de limites, d'être généreux, généreuse et audacieuse, quoi. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Généreuse, audacieuse, bon. Donc ça veut dire qu'il y a cette espèce d'idée que il faut être à l'aise avec tout. Il faut être à l'aise avec tout. Et donc c'est un gros tabou de pas être à l'aise avec quelque chose chez les comédiens et comédiennes. Et ça m'arrive tellement souvent d'avoir des comédiens et comédiennes que j'ai au téléphone et qui sont là, ouais, bon, enfin, j'ai pas trop besoin, non. Et puis je dis, oui, ok, pas de souci. Donc t'avais vu ça comment, nanana, et ça, et puis à un moment donné, au bout de 10 minutes, ils sont là, non, mais en fait, en fait, j'ai pas forcément envie qu'on voit mes tétons. Ou en fait, j'ai ce truc-là. En fait, j'ai cette cicatrice ici. En fait, j'aimerais bien avoir un retour pour voir ça. En fait, tu vois. Et donc, c'est sans jugement, vraiment, je sais qu'il faut juste leur montrer que je suis pas là pour leur dire qu'ils sont que c'est des faiblards. Parce que c'est vraiment là, des fois c'est la peur qu'ils ont. Hein. J'ai juste, en fait, t'as le droit d'avoir des besoins sur un plateau, enfin, juste. Et moi je suis là pour t'aider. Et si t'as zéro besoin et t'as pas besoin de moi, bah, t'as pas besoin de moi, c'est pas grave. Hein. Enfin, moi je suis pas là, je vais pas m'imposer si t'as pas besoin de moi. Ouais, c'est contre-productif. Non. Par contre, peut-être que le metteur en scène ou la metteuse en scène a besoin de moi. Et donc là je te le dis. Je dis, bah écoute, toi t'es à l'aise, mais en fait elle est très gênée. Donc elle préfère que je sois là pour faire l'intermédiaire. Et ça aussi, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça décharge un peu. Enfin, les comédiens et comédiennes qui sont dans cette espèce de réticence, parfois oublient qu'ils sont pas seuls, en fait, dans la interaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que eux et elles, il y a aussi l'équipe, en fait. Et franchement, il n'y a rien de pire sur un plateau que d'avoir deux comédiens et comédiennes pas pudiques du tout, qui se rhabillent pas entre les prises, qui se promènent limite à poil. En fait, on est là pour travailler, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas envie de voir les parties intimes de mes collègues quand je suis en train de changer une optique à la caméra. Enfin, tu vois. Donc, des fois, je dois aussi rappeler dans ce sens-là, dans le sens de en fait, juste, est-ce que tu peux te remettre ton peignoir, s'il te plaît? Ouais, en effet, c'est vrai que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Parce que tout à l'heure, justement, je voulais revenir sur ça. Tout à l'heure, tu as dit que donc, tu travaillais avec les comédiens, comédiennes, mais aussi avec l'équipe autour. C'est-à-dire que ça se passe comment concrètement? Tu vas les voir aussi, ou juste tu es une personne qui est juste ouverte et ils peuvent venir te voir s'il y a des trucs qui vont pas? En fait, je suis pas la référente anti-harcèlement. Oui, ouais, non, ça, je sais que ça. Donc, si. Bah, cela d'ailleurs, dit, tu peux l'être. Enfin, tu peux l'être aussi si t'es embauché, par exemple, ou... Non, c'est pas mon job. Ok. C'est pas une mon autre job casquette. parce qu'en plus je suis pas là tout le tournage, machin, tout ça. Après, s'il y a des gens souvent des membres de l'équipe vont me parler de problèmes parce que je pense que ils arrivent à voir que justement je suis une personne qui peut avoir cette écoute. Et donc dans ces cas-là, je leur demande est-ce que tu veux qu'on en parle à la production? T'as besoin de quoi, machin. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais je suis pas obligée de le faire, tu vois. Donc ça c'est une chose. Mais sinon non, avec l'équipe c'est surtout, je les tiens au courant, j'ai dit tiens écoute là regarde, on a prévu qu'il déboutonne sa chemise, mais peut-être qu'en fait il va vouloir l'enlever entièrement, je sais qu'il a un tatouage ici sur son bras, bah voilà, peut-être que c'est bien que tu le saches parce que je sais que ça te rajoute 20 minutes de temps de make-up et que c'est un truc à prévoir. Tu vois, et peut-être qu'elle va me dire non mais en fait on a une journée pas possible, on n'a pas 20 minutes de make-up pour faire ça. Donc là je vais dire à la mise en scène écoutez, si vous voulez qu'il enlève sa chemise entièrement, ça nous fait 20 minutes dans la gueule de make-up, est-ce que vous voulez ça? Tu vois, c'est des trucs des fois juste comme ça, mais en fait si personne ne parle, personne n'est au courant. Et puis là t'as le réalisateur qui dit ah mais enlève-lui sa chemise, sauf que il a son tatouage du dragon là, tu vois, et on est dans un film d'époque, ça. Ou d'aller voir l'équipe image et de leur dire de surtout dire au chef op et aux cadreurs, cadreuses, en fait la limite c'est les tétons. Donc comme ça tu sais.
Parce que des fois on communique pas en fait ces trucs-là et le comédien a donné sa limite peut-être il y a 6 mois au réalisateur, déjà le scénario a changé entre temps et puis on n'a pas pensé à te dire et puis on est occupé à 1000 choses et puis là il se retrouve et il dit mais enfin tu m'avais dit que tu filmerais pas mes fesses. Voilà, tu vois, donc moi c'est juste m'assurer que tout le monde est sur la même longueur. Si. Et du coup, comment est-ce que tu évalues le fait que tu as besoin d'intervenir ou pas? Comme tu as dit, quand tu lis le scénario, des fois tu dis bah là je peux être là, là il n'y a pas forcément besoin. C'est quoi ta jauge, tu vois? Genre entre un baiser peut-être langoureux, une scène d'amour, tu vois, enfin... Je fais une espèce d'analyse de risque, mais il y a des trucs de base, donc c'est-à-dire à quel point c'est une sexualité. Est-ce que c'est une scène de sexe simulé déjà, ou c'est juste un baiser? Ok, c'est une scène de sexe simulé. À quel point c'est explicite? Voilà. Est-ce qu'il y a de la nudité? Est-ce qu'il y a des sons sexuels? Est-ce qu'il y a un orgasme, un simulé, etc. Est-ce que c'est une scène avec des éléments de violence ou pas? Est-ce qu'il y a un écart d'âge important entre les deux personnages? Est-ce qu'il y a un écart de statut très important entre les deux rôles? Ça va être très important, ça, je pense. C'est l'écart de statut. Complètement, c'est immense. C'est très très important. Est-ce que après avoir parlé aux comédiens et comédiennes, je me rends compte qu'il y en a un des deux qui a un vécu compliqué avec un des éléments de la scène et donc il a besoin de plus de soutien? Ça peut être franchement 1000 choses. Est-ce qu'on est dans un truc intime ou est-ce qu'on est en pleine rue? Est-ce que, tu vois, c'est plein de choses. Est-ce que c'est une scène compliquée techniquement? Tu vois, peut-être il n'y a pas beaucoup de nudité, mais en fait on demande de faire plein de choses différentes, avec une chorégraphie très spécifique, et peut-être un baiser machin, ouais, c'est peut-être pas mal. Est-ce que c'est une scène un simple baiser entre figurants, par exemple? Il y a une grande différence entre un baiser entre deux rôles principaux, où ça fait déjà des semaines qu'ils travaillent ensemble, c'est leur 3e film ensemble, ils se connaissent bien, ils ont peut-être pas besoin de moi pour se baiser, que de demander à des figurants même une embrassade. Est-ce qu'il y a un enfant qui doit prendre dans ses bras un parent? Ou dans l'autre sens, quoi. Enfin, tu vois. Donc j'analyse, j'ai mon analyse préliminaire, quoi. Et puis après avoir parlé avec la mise en scène et les comédiens, là je refais une analyse en disant, par exemple dans ma liste, dans mon dépouillement, il y a des séquences que je note comme voilà, fortement recommandé, ma présence, puis il y en a d'autres où je dis consulter avec les comédiens et comédiennes. Et des fois ça change en fortement recommandé, ou alors ça change en non, pas besoin. Tu vois, tout simplement. Et des fois je suis là pour le premier baiser, mais les autres tout va bien. Après moi, ce que je pense que je devrais être là tout le temps, oui, parce que parfois c'est pas que des questions de consentement, que moi je m'amuse beaucoup à... Comment dire? C'est de la narration par le mouvement, et donc souvent les baisers ils sont un peu ennuyeux au cinéma, tu vois, et donc moi ça m'amuse de pouvoir dire tiens là ce serait plus intéressant peut-être que si tu touchais le visage comme ça, ou si tu tournes la tête dans ce sens là, peut-être s'il y a une respiration à cet endroit là, et donc mais ça c'est que pour les metteurs et metteuses en scène qui ont envie de ce type de collaboration, et donc à cet endroit là, même si c'est des comédiens et comédiennes qui se connaissent bien, avec qui il n'y a aucun problème pour le consentement, moi souvent j'ai eu ce retour-là et que j'ai trouvé très chouette, c'est des personnes qui au début étaient là, ouais non, j'ai pas trop besoin, je suis très à l'aise et tout. Et effectivement, la personne n'avait pas trop de limites, et c'était plutôt bien. Mais par contre, elle m'a dit, chaque séquence avec toi est beaucoup plus intéressante. Parce qu'en fait, on réfléchit différemment, on prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire ce bisou? Et comment est-ce qu'il est perçu des deux côtés, etc. Et donc, moi, j'aimerais bien pouvoir avoir plus de place pour faire ce type de travail-là, mais en même temps, je vais pas m'imposer. Donc, en tout cas, il y a toujours moyen de rendre la scène meilleure. Il y a toujours moyen de réfléchir à voir, voilà, au niveau du mouvement, qu'est-ce que ça raconte, etc. Ça, je trouve que souvent c'est sous-utilisé en France, et je trouve ça un peu dommage. Et du coup, toi, ton travail s'arrête à la fin du tournage. En fait, t'es pas là pendant tout le tournage, t'es là que pendant certaines scènes, en gros. Tu viens par intermittence. C'est ça. Alors ça s'arrête la plupart du temps à la fin du tournage, mais parfois je vais être sollicitée à la post-production pour m'assurer que le montage respecte les limites. Des comédiens et des comédiennes, des choses comme ça. Mais c'est assez rare en France parce que c'est pas du tout une habitude contractuelle. Je l'ai fait pour la série d'Iris Bray, parce que pour elle c'était vraiment une volonté importante et politique de le faire, de regarder les scènes d'intimité et de m'assurer qu'on avait respecté les limites de chacune, et puis après de pouvoir les montrer aux comédiennes pour bien s'assurer qu'elles puissent nous dire aussi que finalement qu'elles se sentent ok, parce qu'en fait la limite elle peut changer, c'est-à-dire entre ce que tu as tourné et après 6 mois après, peut-être qu'il y a quelque chose que tu sens plus, donc c'est important quand même de pouvoir réévaluer tout ça, mais ça n'arrive quasiment jamais, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Ok.
Pour revenir un peu sur ta carrière, tu as travaillé sur des films comme Subservience de S.K. Dale ou Maria de Jessica Pallu. Comment est-ce que tu abordes chaque film? C'est complètement différent, hein. Par exemple, Subservience, c'est un gros film américain, une grosse machine, haute portée. Et en même temps, le travail était intéressant parce qu'il y avait des scènes de sexe avec pas mal de nudité, des trucs un peu compliqués. En plus, il y avait le personnage qui était un robot, donc il fallait réfléchir à voilà, c'est quoi, comment est-ce qu'un robot réagirait, etc. Mais bon, si on avait eu plus de temps de répétition, on aurait pu faire des trucs encore plus intéressants. Après Maria, on était quelque chose de complètement différent parce qu'on est dans un film déjà extrêmement politique. On traite une matière biographique en fait et un trauma qui est non seulement un trauma, donc c'était la biographie de Maria Schneider, qui est cette comédienne dans les années 70 qui a joué dans Le Dernier Tango à Paris et qui a vécu une agression sur le tournage de Marlon Brando. Donc le réalisateur c'était Bertolucci et en fait donc pour le contexte, elle ne savait pas qu'il allait simuler de l'agresser sexuellement et de la pénétrer. De la sodomiser en fait. Il l'a pas sodomisée sur le plateau, mais il a fait semblant, il a pris du beurre pour faire le lubrifiant et tout. Et elle était vraiment pas au courant, et en fait elle était terrorisée. Elle a hurlé, et c'est les images qu'on voit dans le film, en fait, c'est vraiment... sa panique, elle est réelle, quoi. Et en fait, suite à cet événement, c'est une comédienne qui a vraiment sombré Elle a eu des gros problèmes d'addiction, ça a été très difficile sa vie, quoi. Donc c'est un énorme traumatisme pour cette personne qui est décédée maintenant, mais c'est aussi un traumatisme, je trouve, communautaire. En fait, cette histoire, elle l'a marquée. Elle marque encore les gens aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très lourd là-dedans. Donc c'était vraiment très enrichissant pour moi de travailler sur ce film et de travailler justement on va recréer cette scène d'agression. Et on était dans autre chose, en fait. On était dans une réflexion qui était essentiellement politique et dans une grosse lourdeur aussi, parce qu'on se filme une agression avec quelqu'un qui hurle, en fait. Et donc c'est un autre soutien qu'on va apporter à ce moment-là. Plutôt qu'une scène de sexe qui est censée être excitante, etc. Je veux dire, on était vraiment dans quelque chose d'autre, donc j'amène d'autres outils, bien sûr. Mais du coup, d'ailleurs, en parlant de soutien, est-ce que parfois tu amènes peut-être une psychologue ou un psychothérapeute, je sais pas, est-ce que tu peux être aidé ou épaulé par ce genre de personnes? Alors, pas spécialement dans le sens où... alors moi je suis pas psy, hein, pas du tout. Non, justement, c'est mais pour ça. j'ai beaucoup de connaissances, en tout cas en psychologie, en traumatisme et aussi en premier secours en santé mentale, donc c'est comment faire quand quelqu'un vit une crise. Et une de ces compétences, c'est de savoir rediriger vers des ressources appropriées. Donc voilà, moi je suis vraiment... je dois trouver la place qui est juste là-dedans, de dire ok, si t'es en crise maintenant, je peux t'aider à te recentrer, à réguler tes émotions, à réguler ta respiration pour arriver à retourner dans ton corps, quoi, re-rentrer, te recentrer. Mais si c'est quelque chose qui continue à t'impacter après, ce serait utile en tout cas de faire un travail avec des thérapeutes, et voici une liste de noms. En gros, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage? Mais quand j'arrive sur le plateau, la première chose que je vais faire, c'est déjà dire bonjour, me présenter à l'équipe du HMC, parce que j'arrive à avoir les comédiens souvent. Donc me présenter, montrer bien ce qu'on a prévu, montrer les sous-vêtements d'intimité, etc. s'il y en a. Me présenter à l'équipe mise en scène si on ne s'est pas encore présenté. Enfin, je fais le tour, moi je me présente à tout le monde, hein, parce que c'est hyper important, je trouve, de savoir à qui on s'adresse et que les gens comprennent qui je suis aussi sur un plateau, parce que les gens ne me connaissent pas, hein. Je débarque, donc ils me c'est qui celle-là, voilà. Donc je serre la pince un peu à tout le monde. Et puis après, je m'assure je vois avec l'assistante, la troisième assistante ou le troisième assistant mise en scène, on est bien d'accord. Le planning de prépa, c'est ça. Moi, j'ai 5 minutes avec tel comédien, 5 minutes avec telle comédienne, et puis après un petit moment juste à nous 3. Oui, ok. Puis après, on fait la répétition privée sur le plateau. Oui, d'accord. Donc on check. Et puis après, effectivement, c'est ça qui se passe. En fait, je viens voir comment les gens se sentent, parce que les limites, elles peuvent avoir changé. C'est ok. Donc je m'assure qu'en fait, j'essaie juste de prendre la température de comment ça va. Et une fois que j'ai fait ça en individuel, on voit les personnes ensemble, et où les personnes partagent, les comédiens et les comédiennes partagent leurs limites.
De nouveau, on fait des petits exercices s'il faut. S'il faut, on voit les positions de sécurité, donc c'est où est-ce qu'on place les mains, les corps, machin, pour pas avoir de contact génital. Et puis après, on va sur le plateau. Et la plupart du temps, on va faire une répétition privée, donc ça va être une répétition avec réal, chef-op, comédien, premier assistant, assistante et moi. Souvent c'est ça. Une fois que ça s'est calé, on va faire une mécanique pour le reste de l'équipe qui est approuvée sur la liste de plateau fermé. Et puis après, on tourne. Voilà, concrètement. Ok, après t'enchaînes avec les autres scènes, etc. Oui, c'est ça. Et puis, entre-temps, je m'assure, est-ce que le protocole de plateau fermé est bien respecté? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les gens ont besoin d'un verre d'eau? Enfin, des fois, c'est des petites choses comme ça, quoi. Et donc, du coup, tu côtoies un peu tous les métiers du plateau, quasiment. Enfin, beaucoup de métiers. Ouais, beaucoup. Vraiment. Peut-être pas tout ce qui est ingé son, machinaux, si, etc. Ingé son, Si, oui, si. oui, parce que les ingé sons ont besoin de savoir qu'est-ce qui est prévu dans la scène. Est-ce qu'ils se déshabillent entièrement ou pas? Parce qu'on place des micros. On place des HF, tu vois, donc est-ce qu'on le place sur le corps ou pas, ou est-ce qu'on le met dans le décor, ou est-ce qu'on le fait que à la perche, parce qu'en fait, il n'y a pas moyen, parce que les gens vont vraiment se déshabiller presque entièrement, tu vois, donc tout ça, je vois avec les ingé sons. Mais quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Oh, mais j'en ai vécu plein, mais j'ai adoré travailler avec Iris Bray sur sa série Split, et le documentaire qu'on a fait aussi sur le travail de la coordination d'intimité, qui s'appelle Sexist Comedy et qui est réalisé par Edith Chapin. Ça, c'était vraiment mes collaborations les plus joyeuses, les plus intenses, les plus gratifiantes, enfin vraiment. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que c'était une matière très intéressante à travailler, qui avait une portée politique et créative intéressante, moi, chaque fois que je travaille avec des comédiens et des comédiennes et qu'à la fin de la journée, ils me remercient, mais que je sens qu'ils me remercient de manière très sincère et que je sens qu'en fait, ce petit moment qu'on a partagé ensemble a ouvert des portes dans leur esprit à certains endroits. Et moi, m'ont appris des choses aussi, parce que c'est dans les deux sens. Hein. Mais je me sens vraiment... je me sens très très bien, ça me fait beaucoup de bien quand je sens aussi que l'équipe est soutenante, ou que l'équipe vient me remercier aussi, parce que ça m'arrive aussi, malgré toutes les blagues qu'on peut entendre, et le mépris, parce qu'il y en a, Dieu sait qu'il y en a du mépris, mais ces petits moments de connexion humaine, moi, me nourrissent énormément. Et puis l'autre jour aussi, j'étais... là, je suis en train de travailler sur le prochain long métrage de Cédric Clapiche, et j'étais en train de faire une relecture du scénario parce que le scénario avait changé, et il était tellement bien écrit, ce scénario, il était tellement beau et il m'a tellement émue alors que j'avais déjà lu. Et en fait, je me suis dit, mais quelle chance j'ai de me retrouver. En plus, il faisait beau, il y avait les oiseaux qui chantaient, j'étais à ma fenêtre à Bruxelles en train de faire mon dépouillement. Et je me suis dit, mais quelle chance incroyable de pouvoir découvrir ces objets artistiques sur la page. C'est hyper privilégié, je trouve, et de pouvoir être ému par ces histoires qui sont des histoires... c'est juste des histoires, mais en fait, moi, ça m'émeut de me dire que je peux participer à un projet comme ça. Et j'ai eu cette même réaction quand j'ai lu les scénarios d'Iris la première fois. Ça m'a vraiment touchée, j'en ai presque pleuré. Même j'en ai pleuré d'ailleurs, parce qu'il y a eu des moments où ça paraissait très très con, mais on parlait de sujets qu'on n'aborde vraiment jamais dans le cinéma ou la télévision. Enfin, moi, ça m'avait vraiment fort marqué. Donc c'est ces moments-là, je crois que c'est les moments d'humanité profonde qui me font du bien et qui me donnent envie de continuer. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à partager avec nous? C'est pas tellement une anecdote de tournage, mais c'est plus... Et c'est très drôle, des fois, les gens qui sont pas du tout dans le milieu du cinéma et qui me demandent ce que je fais dans la vie. Je dois tout le temps réfléchir à qu'est-ce que je dis, parce que... des fois, j'ai pas forcément envie de parler pendant 20 minutes de mon métier, parce que franchement, comme c'est très nouveau et très intéressant, des fois, j'ai juste envie de dire que je travaille en production, que je suis comptable, quoi, parce que j'ai pas envie de commencer à raconter, juste que je suis fatiguée, quoi. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens pensent que je travaille dans le porno. Et c'est très drôle parce que y a pas de mal à travailler dans le porno, moi j'ai plein d'amis qui font ça et c'est très très chouette. Mais leur réaction quand ils ont l'impression que je travaille dans le porno, c'est vraiment très très drôle. Le malaise total, le regard écarquillé, vraiment le truc... Mais tu dois en voir de toutes les couleurs, des trucs. Je dis,
ouais, non. Puis après, le soulagement, quand ils apprennent, leur soulagement à eux, que en fait je ne travaille pas dans le porno, c'est très drôle. Et en même temps, c'est triste parce que je me dis, c'est fou comme dès qu'on touche au travail du sexe, il y a une barrière, il y a un truc très fort, ou un jugement, où c'est tellement tabou. Déjà, ce que je fais, ça peut être tabou pour certaines personnes, mais alors là, si on a l'impression que je touche de loin ou de près à la pornographie, c'est le gros malaise, quoi. Et donc j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mes consoeurs et mes amis et connaissances qui sont travailleuses du sexe et qui font du porno intéressant, éthique, etc. Je me dis, mais t'imagines tous les jours du boulanger à la flic, à la tata, à la Noël, enfin la lourdeur de devoir à chaque fois recevoir ce genre de... Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Il y a une personne, je sais, qui fait de l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur les plateaux, et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Parce que c'est fort ignoré comme travail, on se rend pas compte qu'en fait, quand on travaille avec le handicap, la question de l'accessibilité du plateau, la question de l'accessibilité de la façon de fonctionner, de comment on travaille ensemble, est très importante. Et on est dans une société qui est vraiment validiste, donc ça veut dire... elle n'est pas assez bien faite pour les personnes voilà, en qui situation de handicap. discrimine vraiment de manière éhontée les personnes moins valides. Et moi je le vois quand je viens à Paris et je vois le métro, je me dis mais attends, comment je fais si je suis en chaise roulante, comment je fais si j'ai une canne, comment font les personnes à mobilité réduite dans cette ville, c'est pas possible en fait, ça me choque. Et donc évidemment pour le cinéma c'est encore pire parce que c'est encore moins accessible. Et pourtant on va parfois engager des comédiens et comédiennes handicapés, donc je me dis comment est-ce qu'on va réfléchir aux soins qu'on va apporter à ces personnes-là. Et pour moi, tout est lié, c'est-à-dire que le soin de la coordination d'intimité, le soin qu'on va apporter aux enfants, le soin des personnes handicapées sur les plateaux, en fait, ça va petit à petit créer une culture de soins et de communauté dans ce cinéma qui en a tellement besoin. Donc en fait, au plus on va mettre en avant ces métiers-là, au plus on va les engager, au plus les gens vont se rendre compte qu'il y a moyen de travailler différemment, de considérer l'humain comme prioritaire en fait, plutôt que la matière artistique comme prioritaire. Ok, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Paloma. Avec plaisir Florian. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.